Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui on est le lundi 16 et j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour de travail avant je prends le reste de la semaine pour les vacances. Donc je suis super contente. On va faire du ski de fond au nord de la ville de Québec, dans le parc national de la Jacques-Cartier. Si vous êtes familière avec les Vlogmas, c'est là où on va tous les ans, une semaine avant le break de Noël. Voilà, pour profiter des chalets et des pistes avant que tous les gens soient en vacances. On a la chance de pouvoir prendre des vacances quand on veut. Donc dernier jour de travail, donc tout va bien. Et sans plus tarder, ouvrons les petits calendriers de l'Avent de la journée, de cette journée qui s'annonce très bien. Voilà, alors premier calendrier de l'Avent, le calendrier de thé. Aujourd'hui nous sommes le 16, je viens de dire, le 16, c'est un vert foncé. Et derrière on a un diamant en chocolat avec une fenêtre. Et le thé de la journée, c'est Chéri d'amour. Oh bah alors ça, je peux vous dire que ça ne va pas me plaire. Ouais, Sweet Tart, Chéri d'amour, ça va être à la cerise. Et je n'aime pas les fruits rouges, donc ça sent très, très fruits rouges. À ce qui paraît, il est très très bon celui-là. Si on aime les cerises, je sais que mes copines au travail l'adorent. Donc ouais, pouf. Mais bon, c'est pas grave, il me reste plein de thé, il y a plein de thé des autres jours, j'ai pas encore bu. Donc ça c'était pour le petit calendrier de thé. Et maintenant le calendrier de chaussettes. Ah alors oui, vous pouvez voir que la boîte a changé. La boîte a changé, mais ne vous en faites pas, c'est les mêmes pelotes. À l'intérieur, il a fallu que je change de boîte parce que j'ai décidé de donner la boîte, de faire un calendrier de l'Avent à quelqu'un et je voulais pas lui donner cette boîte parce que cette boîte, vous pouvez peut-être pas bien le voir, mais elle est vieille, elle se décolle de tous les côtés, elle est moins jolie. Donc j'ai demandé à mon conjoint de transférer mes petites laines qui me restaient du beau calendrier à celui-ci. Donc c'est toujours la surprise, je n'ai toujours pas vu, je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Hop, nous avons le 16, donc maintenant on a des rayures. Voilà. Et les petites balles. Attention, c'est parti. Roulement de tambour. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Tadam! Alors nous avons un gris et un bleu turquoise. Cool! Du bleu turquoise. Et ce gris-là, je suspecte que ce soit de la laine non superwash. Juste au toucher, je pense que c'est de la laine non superwash. Donc, elle va aller voir ses copines pompons. Et je sais que Elise a mis de la laine non superwash dedans. Donc, c'est pas grave, ça va aller dans la couronne à pompons que je n'ai pas touché depuis la dernière fois que je l'ai montré. Je vais aller dans le stash chercher une autre petite balle. Ça n'est pas un problème. Et je suis à jour. Je vous avais dit qu'hier soir, je regardais la télé, donc j'ai eu le temps de mettre mes chaussettes à jour. Enfin, première chaussette, deuxième chaussette, et si vous faites un arrêt sur image et que vous comptez, vous allez bien trouver 15 bandes. Oui, je suis en train de réfléchir, aujourd'hui on est le 16, c'est bon. Voilà, bon, je vais prendre mon petit déjeuner en tricotant ça et une autre que je vais trouver sans problème. Je vais chez le dentiste. Et après, bah, je travaille un petit peu, je vous reparlerai dans la journée parce que vous savez quoi, vu qu'on part demain, il va falloir que je planifie mon tricot chalet et bah, on va le planifier ensemble. Allez, je vous dis à plus tard, ciao! Rebonjour tout le monde, on est toujours lundi, c'est 5h30, j'ai fini de travailler, je suis officiellement en vacances, donc c'est super, j'ai fini à peu près, je sais pas, 3/4 d'heure et je vais vous montrer ce que je faisais avant de venir vous parler. Voilà, je faisais des pelotes pour le voyage. Oui, parce que donc demain, je vous l'ai dit, je pars en vacances. On part 3 nuits. Hein. C'est pas grand chose. On va skier. Enfin, j'espère parce que demain ils ont prévu de la pluie. Oh, pétard. On n'a vraiment pas de chance. Hein. Les gens qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas quelque chose de vrai. Hein. Anyway. Donc, je voulais vous montrer ce que je vais amener comme tricot. N'oubliez pas que je pars 3 jours, j'ai l'impression que j'ai du tricot pour 3 semaines, mais bon, je voudrais quand même pas me retrouver en chalet en panne de laine, hein, n'est-ce pas? Donc, vous seriez comme moi aussi, vous prendriez beaucoup trop de tricot si vous en avez l'opportunité.
Imaginez qu'on reste coincé et que je suis obligée de rester une semaine ou deux, ouais, c'est pas possible, hein. Il faut prévoir. Donc, qu'est-ce que je vais amener? Je vais bien sûr amener mes chaussettes qui sont à jour. J'ai eu le temps ce matin, hop, de les finir. Donc voilà, ça c'est une bande que j'ai pris dans mon stash à moi parce que la bande qu'on avait, la laine qu'on avait n'était certainement pas superwash. Voilà, et elles sont magnifiques. Donc bien sûr, je vais amener ça, je vais amener mon petit calendrier et ne vous en faites pas, tous les matins, je déballerai avec vous mes petites pelotes, même si vous aurez un épisode que certainement samedi, vendredi ou samedi, je rentre vendredi, mais vendredi ou samedi, bon ben, on découvrira quand même les laines ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je vais amener? Vous allez me dire, je pourrais amener mon Diamond Sweater que j'ai commencé, qui avance petit à petit, vraiment pas beaucoup, mais j'avais vraiment pas le temps de tricoter en ce moment. Il est toujours très très beau. Hop, avec ces deux laines-là, de Knit Picks. Si vous voulez plus d'informations sur les laines, eh ben, vous allez voir mon épisode de Cécile Tricote et Pote, le dernier épisode avant Vlogmas. Voilà, et j'en reparlerai dans le prochain épisode aussi. Donc c'est le Diamond Sweater, il est très beau. Est-ce que je vais l'amener? Et j'ai hâte de le porter. Est-ce que je vais l'amener? Non, j'ai pas envie. Je sais pas, j'ai pas envie de faire du colorwork au chalet, même si c'est pas du colorwork compliqué. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir deux laines là, une dans chaque main et tout au chalet. Je tricote avachie sur le canapé devant le poêle à bois. Ouais. Enfin bon, je pourrais très bien amener ça, mais j'ai pas envie. Donc celui-là ne viendra pas. Elle me dire, oh bah c'est pas grave, tu vas amener ton stripe sweater dans ta laine de biscotte. Oui, je l'ai commencé. Donc dans ma magnifique laine de biscotte Blink Blitz, ouais, Blitz, voilà, avec plein de paillettes de toutes les couleurs, des bouts de tweed, c'est magnifique. Je vais me faire, je vous l'ai déjà dit plus tôt dans Vlogmas, je sais plus quel épisode, mais dans un épisode de Vlogmas, je vous ai dit que j'allais me faire un stripe sweater, mais pas à rayures, un stripe sweater tout uni. J'ai commencé, ça c'est de la stockinette toute simple, donc vous allez me dire, bah, c'est parfait ça pour tricoter avachi devant le poêle à bois. J'ai pas envie d'amener ça. Je sais pas, c'est pas assez chaud, c'est pas assez, je vais pas me justifier, je vais pas amener ça non plus. Donc je vais amener ce que j'ai casté hier soir, mon Winston Sweater. Je vous ai dit que depuis vendredi que j'ai mis le mien, ça me trottait dans la tête, j'avais envie d'en commencer un, donc j'en ai commencé un. Ça m'a pris, ça c'est 3 minutes de travail, j'ai fait le caston et 2 lignes, hein. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Hop, la laine, je vous en parle. Donc pourquoi je vais amener celui-là? Parce que pensez que je suis folle, c'est pas grave, certainement complètement delusional, complètement, je sais pas, mais complètement hors de la réalité, mais j'espère avoir un pull fini quand je reviens de vacances. Oui, un pull en 3 jours, est-ce que ça va être possible? Sachant que c'est à 3h30, donc j'ai déjà 6-7 heures de tricot dans la voiture. Les aiguilles, parlons des aiguilles, regardez ça comme elles sont énormes, elles sont plus grosses que mon doigt. C'est des size 15, je n'ai pas la moindre idée en centimètres, je regarde si c'est écrit, non c'est pas écrit, mais en... Oui, c'est très gros, hein. C'est comme mon doigt. Je prends 3 laines ensemble, 3 worsted weight ensemble, parce que le patron, je croyais qu'il était pour bulky, mais il était pour super bulky. Donc ça fait des grosses mailles comme ça. Donc peut-être que je vais arriver à avoir un sweater en 3 jours. Et puis ça, c'est cosy, c'est chunky, c'est la laine parfaite pour quand on est au milieu des bois. Voilà, et j'avais envie de le commencer. Et je vais pas me justifier, de toute façon, mon tricot, je fais ce que je veux. Donc les laines, je vous en ai parlé dans le dernier épisode. J'ai fait, je viens de passer presque 3/4 d'heure à faire des pelotes. J'ai horreur de faire des pelotes. Mais voilà, donc j'ai 3 pelotes de rouge, enfin de corail, excusez. 3 pelotes de corail, 3 pelotes de vert, et hop, 3 pelotes de jaune très pâle. Voilà, alors, hier, ça va peut-être encore changer, hein, mais hier je me suis dit, je vais tout vous montrer en même temps. Hop, est-ce que je vais arriver à tout vous montrer en même temps? Voilà, tout ça, ouais, et ça va être super joli. Et donc hier je vous ai dit que j'allais faire des rayures distinctes, en faisant une grosse rayure corail, une grosse rayure jaune, une grosse rayure menthe, vert menthe, et recommencer. Et après je me suis dit que j'allais peut-être mixer les laines, je sais toujours pas. Là je suis plutôt, hier j'étais convaincue que j'allais faire des stripes, mais aujourd'hui je suis plutôt
enclin à faire un espèce de fade. D'abord 3 brins de corail, puis 2 brins de corail et un brin de jaune, puis 2 brins de jaune, un brin de corail, 3 brins de jaune, 2 brins de jaune, un brin de vert, 2 brins de vert, un brin de jaune et 3 brins de jaune. Donc découper, regardez la taille du pull, le découper en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois 7 zones. Corail, corail, corail. Corail, corail, jaune, 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 corail, jaune, 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 vert, 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 jaune. Ouais, c'est ça, 7. Et vert, vert, vert. Donc voilà, faire regarder la longueur que je le veux, diviser en 7 à peu près égales et puis changer juste un brin à la fois. Je pense là, si je devais faire si je devais prendre une décision et ne plus jamais changer, ça serait celle-là. Heureusement, le tricot, on peut décider au fur et à mesure, changer d'avis et tout ça. Mais donc, on verra bien. Donc, je vais amener ça. Et comme je suis complètement irréaliste, je pense qu'il sera fini vendredi quand je reviens vous parler. Je vais pas tricoter 24 h sur 24, j'y vais aussi pour faire des skis, de la raquette et de la rando. Hein. Mais bon, et manger. Et comme je me dis que ça sera fini, il faut que j'amène un autre projet. Mais oui, je vous dis, elle est complètement folle, la fille. Et il faut absolument que je me fasse des chaussettes aux genoux. Bon, non, je ne vais pas tricoter des chaussettes aux genoux en 3 jours. Attendez, je suis pas si folle. Hein. Des chaussettes aux genoux, comme ça. J'ai pas beaucoup de paires de chaussettes aux genoux. L'hiver, je ne mets que des chaussettes aux genoux parce qu'il fait froid. Quand je dis chaussettes aux genoux, c'est des chaussettes qui m'arrivent sous les genoux et qui me couvrent tous les mollets. Ouais, j'en ai à peine pour une semaine de chaussettes tricotées main. Ouais, je pense j'en ai 5 ou 6 paires, pas plus. Et j'en aimerais bien plus. Donc ça, c'est une des dernières, je viens de la prendre sur le fil, sur l'étendage. Voilà, elles sont encore un petit peu humides d'ailleurs, je vais les remettre sur l'étendage. Et ça a été fait à partir d'un tube c'est la même laine, c'est pour ça que je vous ai amené celle-ci. C'est de la laine de Socks That Rocks. Hop, est-ce qu'on peut regarder, est-ce qu'on peut voir? Oui, Socks That Rocks. Mon Dieu, ouais, est-ce qu'on peut arriver à lire? Je sais, la police de caractère est vraiment toute pourrie, attendez. Donc on voit pas très bien. Mais bon, vous me faites confiance. Socks That Rocks. C'était un vieux club, mon Dieu. Je pense que c'était 2010, 2012, 2013. Enfin, c'était avant 2015. Pour vous dire qu'elles sont dans mon stage depuis super longtemps. J'étais au club de Socks That Rocks. Donc ça c'est... et leur laine à chaussettes est épaisse. C'est de la sock... ouais, sport. C'est pas de la sock weight. C'est plutôt sport. Même dické, on pourrait dire. Et... voilà, donc j'en ai déjà 2 tubes. Oh là là, c'est un peu fouillis, hein. 2 tubes, donc le tube, ça se présente comme ça. En fait, j'avais envoyé toutes mes pelotes de Socks That Rocks à une personne qui avait une machine à chaussettes et qui me les a cranquées en tube à chaussettes. Ça, c'était bien avant que j'ai la mienne de machine à chaussettes. Ouais, pourquoi j'avais pas envie de le tricoter. Je sais pas pourquoi. En fait, je vais vous avouer, j'aime pas trop cette laine. Je sais, tout le monde aime les Socks That Rocks, tout le monde pense que Blue Moon Fiber Art, c'est une super compagnie et tout, mais... Bref. Et c'est pour ça que je me suis mis dans leur club, parce que je me suis dit, oh c'est génial, tout le monde l'adore, donc je vais adorer. Mais non, j'avais pas envie de tricoter ça. Déjà, j'avais pas envie de tricoter ça parce que les couleurs sont ternes, mais ternes. Celle-ci, oh mon dieu, elle est bien plus jolie. Avec la lumière, elle est bien plus jolie sur la caméra que ce qu'elle est dans la vraie vie. Elle est super terne aussi. Regardez, oh, ça aussi, c'est plus beau c'est plus beau sur la caméra que dans la vraie vie aussi. Ça, c'est camouflage. C'est terne. Et celle-ci, c'était la moins terne de toutes. Et les bandes là que vous voyez légèrement rosées, elles étaient rouges. Et ça part au fur et à mesure. Enfin, ça déteint au fur et à mesure dans la machine à laver. Qu'est-ce que c'est que cette qualité de laine? C'est de la laine qui coûte un bras et elle résiste mal. Enfin bon, non, les couleurs résistent mal parce que regardez, les chaussettes, ça fait à peu près 3 ans que je les porte et elles sont encore parfaites. Hein, donc la qualité de la laine n'est pas à mettre en cause. Juste la couleur, regardez, c'est plus rouge. Enfin bon, c'est pas grave, je les mets quand même. En général, les chaussettes aux genoux, j'ai des bottes par-dessus, donc c'est pas très grave. Mais bon, tout ça pour dire que j'avais pas envie de la tricoter, cette laine, mais j'avais quand même envie d'avoir des chaussettes
en sport weight, des chaussettes aux genoux en sport weight. Donc c'est pour ça que j'en ai fait faire des tubes. Donc l'idée c'est de couper, donc là, un tube égale une pelote. J'ai tout ça. Hop là, l'idée, on coupe ici, on fait une pointe. Là, on lève tout le blanc, c'est de la waist yarn. Je défais tout. Avec un crochet, je drop stitches à peu près jusque là. À peu près, super scientifique. La fille, elle est scientifique au labo, elle n'a pas envie d'être scientifique dans son tricot. Donc oui, jusque là à peu près, puis je remonte les mailles pour en faire un pearl. Voilà. Et après je fais un bind off et puis et ça me fait une paire de chaussettes. Donc je pense que vous posez la question, mais Cécile, est-ce que c'est assez stretchy? Est-ce que ton mollet passe? Tout ça? Bon ben moi, je n'ai pas de mollet. Dans ma famille, tout le monde m'appelle mollet de coq parce que j'ai les jambes droites, super droites. Donc moi, il n'y a aucun problème. Oui, ça passe parce que j'ai les jambes droites, on dirait des baguettes. Donc mollet de coq, c'est gentil ça, hein. Toute ma famille m'appelle comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, au moins, j'ai démolé le coq, donc je peux mettre des chaussettes faites en tube, ça ne me pose aucun problème. Donc, c'est... ouais. Donc, il y a des côtés positifs d'avoir des mollets de coq. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire, je vais amener ces 3 paires. J'en ai une 4e quelque part, je sais pas où elle est passée. Ah là, pardon. Je vais amener ces 4 paires, et j'espère bien pouvoir faire... revenir avec 4 tubes de chaussettes. En 3 jours. Plus le Weston cardigan. Je suis folle, parce que je compte quand même dormir hein, aussi. Ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave. Ah non, j'en ai même... Attendez, une autre paire là. Regardez comme c'est terne. Oh. Voilà. Donc, 5 paires de chaussettes faites en 3 jours, on verra. J'espère au moins en avoir une. Et les laines contrastantes. J'ai pas beaucoup de laine sport weight dans mon stash. Donc j'ai ce orange. C'est une Knit Picks de base. Ça, attendez, j'ai le... Je sais plus, ça c'est une laine que j'avais achetée spécialement pour... ouais, elle était en super solde, 1 ou 2 $ une fois, et j'avais besoin de 1 ou 2 $ pour pouvoir avoir les free shipping. Oui, je suis le genre de personne qui va remplir son panier de choses complètement inutiles pour sauver le shipping. Résultat, tu gaspilles de l'argent parce que tu achètes des trucs qui ne te servent pas, mais bon. Anyway, c'est pas vrai, je me fais mentir parce que regardez, ça je vais m'en servir. Donc la laine, c'est, je ne sais même pas, Heatherly, et c'est 80% acrylique, 20% mérino, donc le contraire de ce que j'utilise d'habitude pour mes chaussettes, mais c'est bien, de l'acrylique ça va être très très bien pour les talons et les pointes qui sont quand même les endroits qui ont besoin d'être très costauds sur les chaussettes. Donc j'ai un orange un peu qui pète, ça ira très bien, je pense que voilà, ça égayera certaines de ces chaussettes. Donc je pense que, hop, ces deux-là auront des talons orange. J'ai la même en gris chiné, donc je pense que celle-là et celle-là auront des talons gris chinés. Et celle-là, bah, écoutez, je sais pas, ah bah oui, celle-là j'ai aussi... Avant, la Knit Picks Troll existait en sport. Ils ont arrêté de la faire il y a quelques années. Mais devinez quoi, j'en ai encore quelques pelotes dans mon stash. Je pense que je vais faire vert avec celle-là. Voilà. Donc ça, c'est mon plan tricot pour 3 jours de vacances. 4 jours de vacances. Pour 3 nuits de vacances. Complètement folle, la fille. Mais c'est pas grave. Oui, je vais pas amener la mini roue. Parce que, bon, ben, et d'une, parce que j'ai assez de choses à faire. Et de deux, le plus important, c'est que je ne l'ai pas. Je l'ai prêtée à une copine et j'ai pas eu le temps d'aller la chercher. Donc, c'est pas grave, je serai la chercher après Noël. Comme ça, ma copine peut encore s'en servir. Bon, ben voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vais vous faire un dernier instant bactérie. Non, pas un dernier, mais un instant bactérie pour cet épisode. Parce que voilà. Et je vais aujourd'hui vous parler des antibiotiques. J'ai pensé à ça parce que hier, on a parlé de guerre bactérienne et tout ça, donc antibiotiques, c'était la bonne continuité. Donc, les antibiotiques, je sais même pas par où commencer. Oui, bon, comment est-ce que les antibiotiques ont été découverts? Ben, les antibiotiques ont été découverts dans les années, j'aurais dû vérifier avant de vous parler, les années 20-30, quelque part, je crois que c'était 1928. Oh, je sais plus. Mais bon, entre 20 et 30, entre les deux guerres, c'était un Écossais, Alexander Flemings, qui était chercheur dans un laboratoire. Et bon, bah, un jour, comme
comme tout microbiologiste dans un labo, il avait ses boîtes de pétri, vous savez, c'est les ronds avec le gel, avec la nourriture à bactéries que je vous ai montré dans l'épisode d'avant. Donc il a étalé ses bactéries sur sa boîte de pétri pour en avoir le lendemain matin pour pouvoir travailler. Et la légende veut qu'il ait éternué dans la boîte. Je suis un petit peu... un petit peu dubitatif, je ne pense pas qu'il ait éternué dans sa boîte, hein. Il faut quand même être débile pour éternuer dans sa boîte. Je pense qu'il y a eu une contamination, ça arrive à tout le monde, hein, même aux meilleurs. Ça m'arrive, voilà, hein. Et qu'il n'a pas manipulé stérilement, voilà, c'est tout. Mais bon, on va quand même dire pour la petite histoire que oui, il a éternué dans sa boîte, il n'a pas fait attention, il a mis à l'incubateur. Le lendemain, quand il arrive, il a toutes ces bactéries blanches-jaunes comme normalement, et au milieu de la boîte, il y avait un énorme rond de bactéries, il s'avérait que c'était des champignons, mais un énorme rond de moisissures avec des petits poils et tout, et tout autour de cette moisissure, donc une moisissure c'est un champignon, de ce champignon, il y avait un petit rond où les bactéries n'avaient pas poussé. Donc le champignon avait relargué sur la boîte de pétri un composé qui avait tué toutes les bactéries de la boîte. Donc Fleming s'est dit que c'était quand même super intéressant. Et même s'il ne travaillait pas là-dessus à l'origine et que normalement c'était une boîte de pétri pourrie, on va dire, hein, parce que normalement si vous voyez des moisissures sur votre, je sais pas moi, sur votre fromage ou quoi, ça vous arrive, eh ben vous les jetez à la poubelle. Ben lui non, comme c'était un scientifique, il s'est dit tiens, il se passe quelque chose. Il a réussi à isoler ce composé et c'était la pénicilline, le premier antibiotique qu'on a découvert. Et bon, cet antibiotique, ça a ouvert tout un pan de recherche et de médecine incroyable, parce que bon, avant, les gens avaient une infection bactérienne, ils mouraient. On n'avait pas de médicaments contre les infections bactériennes. C'était soit ton système immunitaire arrivait à se battre, soit tu mourais. Donc, grâce à Fleming, on a découvert les antibiotiques. Donc, on avait la pénicilline, puis on en a cherché d'autres. On a essayé de faire pousser d'autres bactéries, d'autres champignons sur des tapis. Voilà, on prend des boîtes de pétri. On met des bactéries, puis après dessus on va prendre des échantillons de l'environnement, tout ça, et on regarde si ces bactéries ou si ces micro-organismes, on va dire bactéries, levures, champignons, vont faire des composés qui vont tuer les autres bactéries sur la boîte. Donc ça a marché jusque dans les années 60, ça a été l'âge d'or des antibiotiques, c'était super, on trouvait plein d'antibiotiques, plein de molécules différentes. Alors un antibiotique, comment ça marche? Il y a plusieurs modes d'action. Je vais certainement pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous perdre. Mais en gros, c'est une molécule qui va en général rentrer dans la bactérie et elle va arriver à désactiver un système vital pour la bactérie. Donc par exemple ces mécanismes de réplication de l'ADN ou la formation des protéines, ou elle va faire des trous dans la membrane ou des trucs comme ça, enfin, des trucs qui font que la bactérie va mourir si elle est en contact avec cette molécule-là. Donc oui, dans les années 60, 70, c'était l'âge d'or des antibiotiques, on en avait plein de différents, on en donnait à tour de bras, t'étais malade, tu vas chez le docteur, t'étais malade, tu tousses un peu, allez, antibiotiques, on en donnait même en prévention, enfin on faisait pas attention. Et comme souvent avec l'humain, on a fait ça un petit peu sans réfléchir, un petit peu en excès. Résultat, les bactéries ont réussi à évoluer et elles ont développé des résistances aux antibiotiques, bien sûr. Alors quand on dit elles ont évolué, elles sont pas malines, elles se sont pas dit merde, il y a ces molécules-là, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à les déjouer? Non, c'est juste les mutations arrivent tout le temps au hasard. Mais bon, si on met une bactérie suffisamment en contact avec un antibiotique, elle mute tout le temps. Enfin, elle mute tout le temps. À chaque fois qu'elle se divise et qu'elle fait d'autres bactéries filles, ces deux filles-là ne seront pas exactement identiques à leur mère, elles auront muté un petit peu, de façon aléatoire. Mais si cette mutation aléatoire va faire que ça lui donne un avantage quand il y a des antibiotiques, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas, celle qui aura muté, elle ne mourra pas, donc elle arrivera à mieux se reproduire que celles qui sont mortes. Hein, c'est quand même pas, c'est pas sorcier. Donc ces filles, elles aussi auront la résistance aux antibiotiques. Elles donneront naissance à d'autres bactéries qui seront résistantes aux antibiotiques, et ça continue. Donc voilà.
Donc on a énormément de bactéries résistantes aux antibiotiques maintenant, surtout qu'on n'a vraiment pas de chance, mais les bactéries peuvent aussi se donner les gènes de résistance aux antibiotiques d'une bactérie à l'autre. Par exemple, quand une bactérie explose parce qu'elle a été tuée par une de ses concurrentes, quand son chromosome, son ADN va être relargué dans la nature, les bactéries peuvent le récupérer. Et ouais, voilà. Donc bref, les bactéries très vite ont réussi à résister aux antibiotiques, et là, la catastrophe. On a presque plus d'antibiotiques. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des bactéries qui résistent malheureusement à tous les antibiotiques. Et bien sûr, c'est des bactéries pathogènes qui nous tuent. Donc, il nous reste 1 ou 2 antibiotiques qu'on utilise en cas d'urgence, quand tous les autres traitements, c'est pour des patients super malades, quand tous les traitements n'ont rien donné. On va sortir ces antibiotiques d'un coffre-fort, je ne sais pas où ils sont, et on va les donner, mais c'est vraiment des choses du dernier espoir. On essaye de les utiliser le moins possible, parce que au plus on les utilise, au plus les bactéries vont évoluer et vont arriver à trouver des résistances. Donc, et quand on n'en a plus du tout, on va se faire bouffer par les bactéries, quoi. Donc voilà. Donc vous allez dire, mais pourquoi comment ça se fait qu'on soit débile à ce point-là, et que on utilisait tellement d'antibiotiques que les bactéries y soient tellement exposées qu'elles aient développé des résistances à tout ça? Eh ben, c'est la surconsommation. C'est déjà, déjà, il faut éduquer. Donc il faut éduquer les docteurs, qui, je sais pas pourquoi, les docteurs, je sais pas s'ils sont ils ont eu un bourrage de crâne par les compagnies pharmaceutiques ou quoi, mais les docteurs, souvent, vous allez les voir et ils vont vous filer des antibiotiques pour des trucs qui ne sont pas des maladies de bactéries. Je veux dire, si t'as la grippe, c'est pas la peine de te filer des antibiotiques, c'est un virus. Si t'as... Ouais. Et certains docteurs vont aussi donner des antibiotiques en prévention. Mais non, mais il faut arrêter. Donc déjà, il faut que les docteurs changent change la façon qu'ils ont de penser et de soigner les gens. Aussi, les gens, il faut qu'ils changent aussi leur mode de pensée, parce que je connais des gens, et ça arrive souvent, où ils pensent que quand ils sont malades, s'ils reviennent de chez le docteur et qu'ils n'ont pas d'antibiotiques, c'est que c'est un mauvais docteur. Bah non, c'est juste que t'as pas une infection bactérienne, c'est tout. Donc les antibiotiques, ça n'est pas automatique. Donc ça, c'est la petite référence si vous êtes vieux comme moi. En France, on avait une énorme campagne dans les années 80-90 de sensibilisation aux antibiotiques, pour dire que c'était pas un médicament miracle, ça ne s'utilisait que pour les bactéries. Donc si votre docteur ne vous donne pas des antibiotiques, c'est pas la peine d'aller voir un autre docteur pour lui demander des antibiotiques. Ok? Et aussi, on prend des antibiotiques. Quand on a fini nos antibiotiques, il y a des personnes qui vont les jeter à la poubelle ou les flusher dans les toilettes ou des trucs comme ça. Ces antibiotiques se retrouvent dans l'environnement. Et donc même les bactéries de l'environnement qui n'ont jamais vu un antibiotique vont finir par trouver des résistances, développer des résistances à ces antibiotiques. Donc après, par transfert de gènes, elles vont finir par les donner aux bactéries pathogènes. Bref, si vous avez des médicaments que vous ne voulez plus, ramenez-les à la pharmacie ou trouvez un programme de recyclage. Ne les jetez surtout pas à la poubelle, ou surtout pas dans les WC. Voilà, ça se retrouve dans l'environnement et c'est mauvaise nouvelle. Et finalement, les antibiotiques, malheureusement, on s'en est aussi beaucoup servi jusque dans les années 2000, 90-2000, ça dépend des endroits. Dans l'agriculture, dans l'élevage intensif, parce que il y a des petits malins qui se sont rendus compte que si tu donnais des antibiotiques à tes poulets, à tes cochons, de façon, quand ils sont pas malades, de façon complètement, pas pour les guérir, en fait ils grossissaient plus vite. Donc s'ils grossissent plus vite, toi tu les vends plus cher parce qu'ils sont plus gros. Donc on a utilisé énormément d'antibiotiques pour absolument aucune raison dans l'élevage. Donc maintenant c'est régulé, c'est contrôlé, on n'a plus le droit de le faire. Mais ça a quand même fait des dégâts incroyables. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour les antibiotiques. Et je vais finir. Si votre docteur il vous donne un traitement de 10 jours d'antibiotiques et qu'au bout de 3 jours ça va mieux, continuez à prendre le traitement quand même jusqu'à la fin des 10 jours. Parce que c'est pas parce que vous allez mieux, il y a toujours une ou deux petites malines là, de bactéries qui vont rester planquées et qui attendent que vous arrêtiez de prendre votre traitement d'antibiotiques avant la fin pour revenir. Donc
Et donc ça aurait servi à rien de prendre les antibiotiques pendant 3 jours parce qu'il va falloir recommencer le traitement, vous les auriez pris pour rien. Voilà. Et je voulais pas vous faire peur avec le fait qu'il nous reste peut-être 2 antibiotiques de dernier secours. Ouais, ça fait un peu peur. Mais ne vous en faites pas, il y a des tas de chercheurs. Dans mon labo, il y a plein de gens, moi non, parce que moi je travaille sur la colle, mais il y a énormément d'organismes de santé publique qui se sont rendus compte du problème, non, qui ont enfin écouté les scientifiques qui leur disent que ça va être un problème depuis 10 ans, mais donc il y a beaucoup de gouvernements qui commencent à développer des programmes de recherche, à financer des programmes de recherche pour qu'on trouve des nouveaux antibiotiques. Donc il y a en ce moment plein de programmes pour trouver plein de nouveaux antibiotiques, donc ça devrait aller, parce que oui, depuis les années 2000, on n'a pas trouvé de nouveaux antibiotiques, vous imaginez? Ça fait 20 ans qu'on n'a pas trouvé de nouvelles familles d'antibiotiques. Pourquoi? Vous allez me dire. Et pourquoi maintenant on en trouverait alors qu'avant on n'en trouvait pas? Eh bien parce que personne ne donnait de l'argent à la recherche pour les chercher. Et que nous, pour travailler, pour faire des manips, on a besoin d'argent. On n'est pas bien payé, mais on dépense beaucoup d'argent. Les manips, ça vaut cher. Et pour les boîtes pharmaceutiques, elles n'avaient pas non plus aussi de programme de recherche d'antibiotiques parce que un antibiotique, ça vaut pas cher. Et puis un antibiotique, on vous le prescrit pendant 10 jours et après, vous êtes guéri. Donc les boîtes pharmaceutiques préfèrent se consacrer sur le développement de médicaments contre le cancer ou la dépression, des trucs comme ça, des médicaments que vous allez prendre pendant toute votre vie, des médicaments qui coûtent super cher et que vous allez prendre toute votre vie. Les antibiotiques, malheureusement, c'est pas rentable pour une boîte pharmaceutique. Donc il faut que ce soit fait par les chercheurs, par l'argent public. Oui, le monde est comme ça. On va pas parler de ça. Donc, c'est tout. Et la prochaine fois, je vous parlerai d'une alternative très prometteuse aux antibiotiques. Ça s'appelle les bactériophages. C'est des virus à bactéries. Mais je vais pas vous en parler maintenant parce que je vois le compteur qui tourne là et ça fait super longtemps que je vous parle déjà. Allez, ciao!